Donc on va recommencer pour essayer d'être à l'heure, enfin pas pour essayer, pour être à l'heure. Voilà, nous avons donc nos andrologues qui arrivent. Donc on a besoin de vous, Geoffroy et Florence. Il reste encore 10 picots. Voilà, dans 10 picots. Et puis si on a un peu de temps pour discuter, c'est même pas plus mal. Voilà. Donc c'est le docteur Laura Miquel aussi de Marseille qui a travaillé sur les toxiques et qui va présenter les conclusions du groupe de Rennes sur l'impact des toxiques chez l'homme infertile. Pendant que les gens s'installent, Laura, je te laisse prendre la parole. Voilà, comme ça, nous sommes dans les temps. Merci beaucoup. Bonjour à tous, je voulais remercier Blandine de m'avoir accordé sa confiance pour la rédaction de ces recommandations et de m'accorder sa confiance au quotidien dans le service. Et donc moi je vais vous parler d'une PICO que je n'ai pas rédigée mais qui faisait suite à la PICO sur les femmes, donc ça c'est le versant homme, sur l'exposition au tabac, au cannabis et à l'alcool. Vous allez voir que finalement sur des choses qui nous paraissent un petit peu évidentes, conseiller aux couples d'arrêter de fumer, d'arrêter le cannabis et d'arrêter l'alcool, en fait, on a très très peu de données robustes pour pouvoir émettre de telles recommandations sur des recommandations nationales. Donc toujours pareil, l'équation de recherche un petit peu indigeste sur votre droite. Donc on avait 404 articles éligibles sur PubMed, 107 sur Embase. On en a gardé à la fin que 7 études prospectives pour le tabac. Concernant le cannabis, ça a été assez vite réglé. 5 articles sur PubMed, 1 sur Embase. On a analysé du coup les 5 articles qu'on a inclus. 2 études rétrospectives et 3 prospectives. Et pour l'alcool, un peu plus de données quand même. 150 sur PubMed, 44 sur Embase. 25 articles évalués pour inclusion. Et que 4 articles inclus pour analyse. 3 études prospectives et 1 cas clinique. Donc pour le tabac, on a plusieurs études. Donc une étude aux USA de 166 hommes qui avaient eu un cycle de FIV. Il n'y avait pas de différence sur les taux de grossesse clinique ni sur les taux de naissance. Ce qu'on pouvait retrouver par contre, c'était un risque sur l'augmentation des taux de naissance multiples qu'on n'a pas réussi à expliquer. Une autre étude prospective, donc c'est que des études prospectives pour le tabac qu'on a sélectionné. 214 hommes avec un nouveau cycle de FIV qui avaient un dosage de la cotinine dans le plasma séminal. Il n'y avait pas de relation entre le statut tabagique du partenaire masculin et les résultats de FIV. Une autre étude coréenne de 127 hommes avec un nouveau cycle d'AMP, pas d'effet négatif du tabagisme sur les résultats de FIV. Une autre étude australienne, 351 couples, donc des anciens fumeurs, tabagisme masculin. On retrouvait un risque accru de perte de grossesse avec une augmentation du risque de fausse couche pour chaque milligramme d'apport de nicotine supplémentaire. Ensuite, encore une étude monocentrique de 236 couples et 354 nouveaux cycles de FIV. Donc c'était pour ces patients qui étaient anciennement fumeurs, qui avaient arrêté de fumer. Et donc là, on retrouvait que chaque année supplémentaire d'arrêt du tabac retrouvait une diminution du risque d'échec d'AMP entre la grossesse clinique et la naissance vivante. Ensuite, la plus grosse cohorte, une étude des USA, 1411 hommes fumeurs et anciens fumeurs. Le tabagisme passif chez l'un ou l'autre des partenaires n'était pas significativement associé à une fécondabilité réduite. Et la dernière étude, sur 41 patients, l'effet du tabagisme paternel était retrouvé sur l'embryon, associé à un développement précoce moins optimal sur la base de paramètres morphocinétiques embryonnaires. Pour le cannabis, donc la première étude de Nassan, pas de différence entre les couples si l'homme fumait du cannabis ou pas. La deuxième, toujours pas d'association entre consommation de cannabis et délai de conception. La troisième, il y avait une réduction de concentration des spermatozoïdes. Donc ça, c'était que des analyses sur les spermogrammes. Une quatrième, pareil, altération de la mobilité progressive, diminution de la réaction acrosomale spontanée induite et influence de l'intensité de l'exposition au cannabis. Donc ça, c'est ce que intuitivement on pensait, que le cannabis altérait le sperme. Et puis finalement, la dernière étude de Nassan qui avait un petit peu
était un peu disruptive parce que finalement, on avait des résultats très discordants avec les 4 premières études, avec une augmentation de la concentration des spermatozoïdes chez les consommateurs de cannabis. Et c'est ce que finalement un peu beaucoup de gens ont retenu parce que voilà, c'est quelque chose qui n'était pas attendu. On n'explique pas trop cette augmentation de consommation. Pour l'alcool, une étude chinoise sur 776 hommes infertiles secondaires, une forte consommation d'alcool, retrouvait un risque plus élevé de concentration anormale en spermatozoïdes. Une étude multicentrique aux États-Unis, 221 couples fertiles, la consommation d'au moins 12 grammes d'alcool par jour, donc c'est à peu près un verre de vin, un verre d'alcool, une unité d'alcool, c'est entre 10 et 12 grammes. Sur 4 jours dans la semaine avant le recueil de sperme, donc c'est pas énorme, 4 verres par semaine, retrouver une augmentation du risque d'échec avec une augmentation des fausses couches spontanées. Et un cas clinique en France qui a rapporté une restauration de la spermatogénèse après sevrage alcoolique. Donc au final, concernant le tabac, il est recommandé d'informer les hommes infertiles de l'impact délétère du tabagisme sur le risque de fausses couches dans le couple et sur la diminution de chances de naissance vivante. Donc c'est une qualité de preuve modérée, comme vous avez pu le voir, avec une recommandation qui reste cependant forte. Il est également recommandé donc pour le cannabis d'informer les hommes infertiles de l'impact délétère du cannabis sur la qualité du sperme. Et on a aussi recommandé un sevrage du cannabis avant toute AMP, même si l'impact du sevrage du cannabis sur les taux de naissance vivante n'a pas été étudié. C'est une qualité de preuve basse avec une recommandation qui est forte. Et pour l'alcool, on a recommandé aux hommes infertiles de limiter leur consommation d'alcool à moins de 5 verres par semaine, un peu finalement par analogie à ce qu'on a recommandé pour la femme pour rester cohérent. Et donc on a aussi rappelé que les risques de la consommation d'alcool pour la santé existent dès le premier verre consommé. C'était une qualité de preuve basse avec une recommandation qui est restée forte. Voilà. Est-ce qu'il y a des commentaires, des questions? Alors les andrologues, on a été un peu surpris finalement devant le peu d'études et le peu de résultats de l'impact par exemple du cannabis et même du tabac. Hein. Le tabac, les études sont assez discordantes pour l'homme. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Il n'y a pas beaucoup de biblio, oui, c'est vrai. C'est peut-être parce que les gens ne cherchent pas, j'imagine, ou qu'ils ne publient pas sur le sujet en se disant que c'est évident. Mais en fait, finalement, il n'y a rien d'évident. Vous l'avez bien montré. Je pense que c'est ça la raison principale. Mais même sur l'alcool, il n'y a pas grand-chose non plus. Et c'est vrai que le cas clinique, c'était avec des consommations très très élevées. Enfin, je sais parce qu'il vient de l'équipe. Avec un patient azoosperme, effectivement, qui avait restauré sa spermatogénèse. Mais c'était, je ne sais plus combien il prenait, mais je crois 2 bouteilles de vin par jour. Enfin, ça n'avait rien à voir avec la consommation qu'on dit là. Et le problème qu'on a dit, et tu l'as soulevé, je pense, c'est que en fait, c'est toujours compliqué parce qu'on a des gros fumeurs ou des gens qui vont prendre du cannabis qui vont avoir des paramètres spermatiques complètement normaux, et à côté de ça, des gens qui prennent rien et qui auront des anomalies spermatiques, donc c'est assez frustrant. Mais bon, tu l'as bien résumé. En gros, il faut quand même donner les consignes que tu as données, mais... Après, c'est des consignes finalement de santé publique en général. Oui, c'est vrai qu'on se rapproche des consignes de santé publique générale. Voilà. On ne va pas complètement à l'inverse non plus. C'est pour ça que les recommandations sont fortes finalement. C'est parce que c'est de la santé publique générale et c'est ça qui nous a permis de faire des recommandations fortes, même si le niveau de preuve était modéré ou faible. Après, il y a probablement des variabilités interindividuelles comme pour tout. Hein. Donc, bon. Voilà. Des questions, des commentaires, et donc nous allons maintenant avoir l'équipe du professeur Lévy et du professeur Dupont qui va nous parler un petit peu de nutrition, d'exercice physique, en fait la prise en charge globale du couple infertile. Merci Charlotte. Merci beaucoup Blandine. Bonjour à tous. Écoutez, je remercie, comme tout le monde, les coordinateurs de CRPC. Voilà, ils ont fait un énorme travail et je les remercie de m'avoir associé à ce travail. Et du coup, moi, je vais vous présenter 4 picots. Et donc, on a travaillé avec le professeur Rachel Lévy, puis le docteur Nathalie Sermondat, qui est présente. Donc, je vais commencer par la première question. Donc, chez la femme infertile, est-ce qu'une intervention nutritionnelle améliore les chances de naissance vivante? Alors, pareil, on a fait une recherche sur PubMed, donc avec des mots-clés que je n'ai pas remis ici. Donc 480 titres ont été extraits. Parmi ces titres, on a évalué 30 articles, on en a retenu 9 pour l'analyse, et c'était surtout des études de cohorte. Alors en lisant donc ces différents articles, ce qui ressortait le plus, c'est que
un certain nombre d'équipes trouvaient des associations entre certains comportements alimentaires et les chances de grossesse et de naissance vivante, que ce soit spontané et après AMP, après beaucoup on en reparlera après, mais de biais bien sûr dans ces études, mais souvent les revues systématiques mettaient en avant que le régime méditerranéen était souvent associé à de meilleures chances de grossesse. Et quand on décrit un peu le régime méditerranéen, finalement c'est le PNNS, un Programme National Nutrition Santé, qui reprend les grandes lignes du régime méditerranéen. Donc finalement, dans les études qu'on avait pu sélectionner, on se rendait compte qu'elles avaient beaucoup de biais, que la qualité des évidences était basse. Donc il n'était pas possible d'imposer certains régimes alimentaires aux femmes qui rencontrent des problèmes de fertilité. Mais néanmoins, devant ce qu'on sait, on peut déjà proposer des conseils pratiques et une éducation. Donc pour répondre à cette question, voilà, on a proposé qu'il est recommandé d'informer les femmes infertiles qu'une alimentation équilibrée, suivant les recommandations du PNNS, reprenant les grandes lignes du régime méditerranéen, pourrait améliorer les chances de grossesse et de naissance vivante. Qualité de preuve basse du fait des études, mais recommandations fortes, puisque là, encore une fois, on se rapproche des recommandations de santé publique. Alors, chez l'homme infertile, même question, est-ce qu'une intervention nutritionnelle améliore les chances de naissance vivante? Donc, on a refait le même travail en changeant un petit peu les mots-clés. On a pu extraire 480 titres sur PubMed. On en a éliminé beaucoup, 39 articles ont été évalués et 4 seulement ont retenu pour analyse avec seulement des études de cohorte. Là, on retrouve un petit peu les mêmes choses finalement, c'est qu'il y avait une association entre certains comportements alimentaires et les chances de grossesse et de naissance vivante. Les articles qui montrent ça étaient quand même peu nombreux. Souvent, par contre, il a été observé une association entre le régime méditerranéen et les paramètres spermatiques. Et puis voilà, je ne reviens pas sur le régime méditerranéen, on en a parlé juste avant. Mais du coup, les conclusions qu'on a pu apporter après avoir lu ces articles, c'est que, encore une fois, les études sont de qualité relativement limitée. Donc il n'était pas possible à nouveau d'imposer certains régimes alimentaires aux hommes qui rencontrent des problèmes de fertilité, mais on peut à nouveau donner des conseils pratiques et proposer une éducation. Et la réponse à la question, c'est qu'il est recommandé d'informer déjà les hommes infertiles qu'une alimentation équilibrée, suivant les recommandations du PNNS, pourrait améliorer les chances de grossesse et de naissance vivante. Donc j'enchaîne mes questions. Et là, on voulait parler plus de l'activité physique. Et donc la question chez la femme infertile, est-ce que l'exercice physique améliore les chances de naissance vivante? Donc voilà, on a utilisé d'autres mots-clés et on a pu extraire 416 articles. Beaucoup de titres ont été éliminés juste sur le titre. Et finalement, on a pu analyser en détail 19 articles et en inclure 4 pour l'analyse. Alors, un des articles, finalement, était une méta-analyse revue systématique qui était récente et qui reprenait la plupart des articles que nous, on avait déjà sortis. Et finalement, la conclusion de cette méta-analyse revue systématique, c'est que pour les femmes infertiles, des données suggèrent que l'activité physique peut être une alternative ou une thérapie complémentaire abordable et réalisable au traitement de fertilité classique. Mais les études, voilà, il n'y a pas d'études contrôlées randomisées, donc pas de preuve formelle de l'efficacité de cette activité physique. Donc, il n'est pas possible d'imposer la pratique de l'activité physique aux femmes qui rencontrent des problèmes de fertilité. Mais là encore, des conseils pratiques et indications peuvent être proposés afin que les femmes qui souhaitent concevoir et qui ne présentent pas de contre-indications, ça c'est important, maintiennent ou atteignent progressivement les recommandations de santé publique. Et là, ce qui est recommandé, c'est 30 minutes d'activité dynamique par jour. Voilà, donc la conclusion, c'était de recommander d'informer les femmes infertiles qui souhaitent concevoir que la pratique d'au moins 30 minutes d'activité dynamique par jour pourrait augmenter les chances de grossesse et de naissance vivante. Et les experts rappellent qu'un excès d'activité physique intense peut entraîner un risque d'anovulation hypothalamique. Et puis, on a fait le pendant chez l'homme. Donc, la recherche au PubMed nous a permis d'extraire 315 titres. 26 articles ont été évalués et 2 ont été retenus pour l'analyse et on en a rajouté 3 qui évaluaient l'impact de l'activité physique sur les paramètres spermatiques. Encore une fois, que des études de cohorte. Donc finalement, peu d'études solides pour confirmer l'impact de l'activité physique des hommes sur les chances de grossesse et de naissance vivante, spontanée ou après AMP. Néanmoins, les données disponibles suggèrent que l'activité physique modérée pourrait être bénéfique pour les paramètres spermatiques, mais que l'activité physique trop intense ou de haut niveau serait à éviter. Les études
ont encore de très nombreux biais et de très nombreuses limites. Il n'est donc pas possible d'imposer la pratique de l'activité physique aux hommes qui rencontrent des problèmes de fertilité, mais on peut à nouveau recommander que les hommes suivent les recommandations de santé publique avec au moins 30 minutes d'activité dynamique par jour. Voilà, et donc la réponse à cette question numéro 22, il est recommandé d'informer les hommes infertiles que la pratique de moins 30 minutes d'activité dynamique par jour pourrait améliorer les paramètres spermatiques. Néanmoins, les données de la littérature ne permettent pas de conclure que l'activité physique de l'homme infertile permet d'améliorer les taux de grossesse et de naissance vivante. Et là aussi, il est recommandé d'informer les hommes qu'un excès d'activité physique intense peut entraîner une altération des paramètres spermatiques. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. Alors, ça semble pas manger de pain, ce que tu dis, mais pourtant, en fait, pour reprendre une question de Geoffroy tout à l'heure, c'est qui fait une enquête nutritionnelle et d'activité sportive chez les patientes infertiles? Oui. Non, mais maintenant, depuis ton travail, je regarde les podométries des patientes en consultation. Parfois, je vois 39 pas le week-end. C'est-à-dire de la console à la télé. Et en fait, si vous regardez rien que les téléphones, c'est des très bons mouchards, les podométries des couples, c'est effrayant. Enfin, donc c'est... Oui, puis quelquefois, juste marcher un tout petit peu plus, on ne demande pas qu'ils fassent 1 heure de sport à la salle de gym tous les jours, mais c'est vrai que voilà, c'est des recommandations simples quand on travaille avec des professionnels du sport, des médecins du sport. C'est peut-être descendre une station de métro avant ou se lever plusieurs fois pour aller à la photocopieuse et pas avoir la photocopieuse dans le bureau. Enfin voilà, des petites choses qui pourraient diminuer la sédentarité à différencier de l'activité physique. On peut être sédentaire et avoir une bonne activité physique et vice-versa. Le régime méditerranéen, alors c'est vrai qu'à Marseille, ça semble assez facile, mais c'est vrai que dans le Nord... En gros, c'est une alimentation équilibrée en éliminant... Il faut remplacer la crème par l'huile d'olive. Voilà. Oui. L'huile d'olive est plus chère, mais il en reste. Ça ne vient pas d'Ukraine. Voilà, en gros, c'est éviter les excès et plutôt équilibrer l'alimentation. Encore une fois, on revient à les données de santé publique pour la santé en général. Donc, même si les données ne sont pas très puissantes, on ne prend pas beaucoup de risques à recommander ça, en tout cas, ou sans imposer. Mais c'est vrai que de plus en plus, dans les services d'AMP, il y a des consultations spécifiques, finalement... de nutrition. Certains centres ont des diététiciens et des nutritionnistes, ils ont cette chance-là et ce n'est pas encore généralisé. Donc, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Bon, très bien. Merci beaucoup, Charlotte. Et donc, alors nous avons souhaité déborder un peu du bilan de première intention du couple infertile parce qu'on sait que certains de nos confrères qui ne travaillent pas forcément dans des centres d'AMP prescrivent des inductions de l'ovulation. Donc le docteur Robin et le docteur Mathieu Dargent de Tenon ont travaillé sur finalement la première prise en charge initiale par induction de l'ovulation. Donc je te laisse présenter les conclusions de vos groupes de travaux. Merci Blandine. Donc là il y a 3 picots. Tu as plein de temps. Voilà. Donc là, je vais vous faire la restitution en fait, du travail qui a été fait par Emmanuel Mathieu Dargent et Léna Bardet de l'hôpital de Tenon, qui se sont intéressés à une vraie question qui est quel est l'intérêt finalement de la stimulation ovarienne quand un couple présente une infertilité dite idiopathique, c'est-à-dire en gros un bilan initial du couple infertile normal. Dans leur équation de recherche en partant depuis 2010, elles ont trouvé 13 articles, 6 méta-analyses et 7 études prospectives randomisées qui leur ont permis de faire une petite analyse des données qui étaient disponibles et qui, vous allez voir, sont relativement hétérogènes mais vont toutes finalement à peu près dans le même sens sur certains points. Quand on compare l'IU versus des rapports programmés chez des femmes en cycle naturel, on voit qu'il n'y a pas de différence. À partir du moment où on est en cycle spontané, l'insémination ne fait pas mieux que les rapports. Quand on compare l'IU en cycle naturel versus rapport programmé en cycle stimulé, là c'est toujours dans des infertilités a priori inexpliquées. Les taux de naissance semblent meilleurs en insémination intra-utérine avec cycle naturel. Quand on regarde ensuite tout ce qui est insémination versus rapport programmé en cycle stimulé, il n'y avait pas de différence majeure sur un des premiers travaux.
des premiers travails, et puis ensuite une autre étude qui montrait une amélioration des taux de naissance en IU en cycle stimulé, a priori versus en cycle naturel. Quand on regarde l'intérêt du citrate de clomifène, donc là après ils ont fait des sous-analyses en fonction des inducteurs de l'ovulation, rapport programmé plus chlomide versus expectative, pas de différence en termes de taux de naissance. Insémination sous chlomide versus expectative, il y avait une méta-analyse qui ne retrouvait pas de différence en termes de taux de naissance et une autre étude, un essai randomisé qui, lui, après 3 cycles d'insémination intra-utérine couplé donc à une stimulation soit par chlomide, soit par létrozole, il retrouvait une supériorité de la stimulation avec insémination. Mais il y avait un mélange de 2 types d'inducteurs de l'ovulation. Pour ce qui est du létrozole à proprement parler, donc là c'est un petit peu plus compliqué. Il semble que le létrozole soit supérieur globalement au chlomide lorsqu'on fait des inséminations. Mais attention, en France, on en reparlera tout à l'heure, le létrozole est un inhibiteur de l'aromatase et n'a pas l'autorisation de mise sur le marché en induction d'ovulation. Pour ce qui est des gonadotrophines, globalement, c'est surtout ce qui est en rouge qui est vraiment intéressant, c'est ceux qui ont les qualités de preuve les plus satisfaisantes. Vous voyez qu'on a une amélioration des taux de naissance lorsqu'on utilise des gonadotrophines couplés à des inséminations versus les autres inducteurs de l'ovulation. Pour ce qui est des grossesses multiples, là il y avait une méta-analyse, la méta-analyse de Danoff, qui montrait une augmentation du risque de grossesse multiple lorsqu'on utilise les gonadotrophines versus le cycle naturel, avec, vous voyez, un risque relatif qui est effectivement beaucoup plus important. Et ça ramènera tout à l'heure à une des picots qui parle de l'intérêt, bien sûr, du monitorage de l'induction ou de la stimulation ovarienne. Donc en pratique, lorsque le bilan initial du couple infertile est normal, il n'est pas recommandé de proposer des stimulations de l'ovulation en vue de rapports programmés. La patiente est normo-ovulante, les trompes sont perméables, le spermogramme est parfait, ou quasiment. Il n'y a pas de nécessité, il n'est pas recommandé de stimuler, et ce, quel que soit l'inducteur. En revanche, on pourra proposer des inséminations intra-utérines, notamment lorsque la femme a moins de 40 ans, plutôt que des rapports sexuels programmés ou l'expectative. Si on fait ces inséminations intra-utérines, on privilégiera bien sûr une induction, une stimulation ovarienne plutôt que les cycles spontanés. Et si on doit effectivement utiliser un inducteur de l'ovulation, ce sont les gonadotrophines qui seront proposés en respectant les critères d'annulation qu'on reverra tout à l'heure en cas de réponse ovarienne excessive. Et ces 4 recommandations sont des qualités de preuve modérées et des recommandations fortes. Ensuite, le deuxième aspect, donc ça c'est un travail que j'ai réalisé avec notre chef de clinique à Lille, Virginie Simon, c'est en gros c'est un peu la même question, c'est comment on va prendre en charge une dysovulation isolée à l'issue d'un bilan d'infertilité chez une femme infertile. Donc il y a un trouble de l'ovulation, tout le reste du bilan est strictement normal. On a bien entendu exclu l'insuffisance ovarienne prématurée avérée pour laquelle les stimulations ovariennes ne sont absolument pas possibles. Donc au niveau, on a commencé par s'intéresser au syndrome des ovaires polykystiques en essayant d'évaluer finalement les éventuelles différences entre les différents traitements inducteurs de l'ovulation de première ligne pour améliorer les taux de naissance vivantes. Et surtout, on a voulu aussi répondre à la question de savoir est-ce que lorsque l'on fait cette induction d'ovulation, il faut ou pas réaliser de façon systématique une insémination intra-utérine pour améliorer les chances de grossesse. Et vous voyez là encore une littérature qui est relativement riche et très hétérogène au départ, 1320 articles, pour finalement n'en retenir que 11 qui ont permis une analyse un petit peu systématique. Les conclusions, c'est que, bien entendu, chez les femmes qui souffrent de syndrome des ovaires polykystiques, la première chose est d'évaluer le statut métabolique chez ces patientes. Et s'il y a, dans un contexte notamment de surpoids ou d'obésité, une insulinorésistance, il faudra mettre en place les mesures hygiéno-diététiques et espérer une perte de 5 à 10% du poids initial. Quand on regarde un petit peu les inducteurs d'ovulation, la plupart des données, les 2 méta-analyses, la méta-analyse de Franik et celle de Gadala, confirment la supériorité du létrozole versus le citrate de clomifène. C'est une supériorité qui est modérée, mais qui est significative et qui est retrouvée dans un certain nombre d'essais randomisés.
contrôlée. Alors pourquoi? Probablement parce que le citrate de clomiphène, vous savez, est un anti-œstrogène, que par ce biais-là, il y a probablement une compétition avec les œstrogènes endogènes sur l'endomètre et que ça peut interagir sur peut-être l'implantation. Et effectivement, dans la méta-analyse de Gadala, les moins bons taux de naissance vivante étaient reliés à une moindre croissance endométriale dans les études qui analysaient l'épaisseur de l'endomètre. Les gonadotrophines pourraient être associées à un taux de naissance vivante significativement plus élevé que le citrate de clomiphène, mais le problème c'est que ça coûte quand même plus cher et c'est plus contraignant aussi en termes de suivi pour les patientes. La différence entre le létrozole et les gonadotrophines sur les taux de naissance a fait l'objet d'assez peu d'études et donc on ne peut pas émettre de recommandations puisque il y avait autant d'études qui trouvaient une équivalence que d'études qui trouvaient une petite supériorité des gonadotrophines. Et enfin, toutes les données disponibles, peu d'études qu'il y a, en tout cas, ne permet pas de montrer un bénéfice des inséminations intra-utérines quand on a vraiment une anovulation isolée en comparaison au rapport sexuel programmé. Donc, pour restaurer la fonction ovulatoire d'une femme infertile en surpoids ou obèse présentant une dysovulation en lien avec un SOPK, il est recommandé d'associer systématiquement un inducteur de l'ovulation à une prise en charge hygiénodiététique visant à perdre au moins 5% du poids initial. Donc ça, c'est une qualité de preuve basse, mais une recommandation forte. Malheureusement, le létrozole n'ayant pas l'AMM en France pour l'induction de l'ovulation, en tout cas pour le moment, il est recommandé de prescrire en première intention le citrate de clomiphène chez toute femme qui souffre de SOPK en tant que traitement inducteur de première ligne. Et enfin, pour les femmes infertiles qui présentent une dysovulation secondaire à un SOPK, il n'est pas recommandé d'associer d'insémination intra-utérine, quel que soit le traitement inducteur de l'ovulation, si le reste du bilan d'infertilité est considéré comme normal. Et ça, vous voyez, c'est une qualité de preuve modérée, recommandation forte. Deuxième aspect sur les dysovulations, ce sont le cas des déficits gonadotropes. Alors simplement pour rappeler, les déficits gonadotropes, donc les atteintes de l'axe hypothalamo-hypophysaire peuvent être acquis ou congénitaux. On sait qu'il existe deux niveaux d'atteinte, le niveau hypophysaire et le niveau supra-hypophysaire, c'est-à-dire la région hypothalamique. Et ça, c'est extrêmement important de déterminer, on va le voir, l'origine du déficit gonadotrope pour choisir au mieux l'induction d'ovulation. Là encore, nous n'avons pu récupérer que 6 articles qui étaient vraiment exploitables depuis 2010 pour refaire le point un petit peu sur la stratégie de prise en charge. Et ce qu'on a pu retrouver, c'est une méta-analyse, et c'est une méta-analyse qui est assez audacieuse, parce que c'est une des premières qui s'est intéressée finalement à la pompe à GnRH, et cette méta-analyse retrouve des résultats extrêmement intéressants en termes de taux de naissance vivante lorsque l'on utilise la pompe à GnRH, notamment dans les hypogonadismes hypogonadotropes d'origine supra-hypophysaire. On a 3 études rétrospectives et une étude prospective qui sont intéressées à la comparaison entre pompe à GnRH et gonadotrophine dans les atteintes supra-hypophysaires et qui finalement retrouvent des résultats assez discordants. Bien entendu, lorsqu'il y a une atteinte hypophysaire, donc l'hypophyse étant la cible de la GnRH, il ne sert à rien de donner de la pompe à GnRH. Donc ça, c'était un peu une lapalissade, donc il n'y avait même pas d'étude pour le démontrer. Et enfin, il n'existe à ce jour aucune étude qui ait comparé les taux de naissance vivante chez des femmes présentant une dysovulation secondaire à un déficit gonadotrope normoprolactinémique et ayant bénéficié d'un protocole d'induction de l'ovulation optimale, c'est-à-dire couplé à des rapports sexuels en comparaison, bien sûr, à la même chose avec insémination intra-utérine. Donc, chez une femme infertile qui présente une dysovulation en lien avec un hypo-hypo normoprolactinémique, ça c'est très important, d'origine supra-hypophysaire, il est recommandé de prescrire en première intention la pompe à GnRH qui semble donner des résultats excellents. À défaut, lorsqu'on n'a pas à disposition cette pompe ou qu'on ne sait pas l'utiliser, il est probablement recommandé de prescrire des gonadotrophines. Mais dans ce contexte d'atteinte centrale, il faudra que ce soit des gonadotrophines qui aient une activité FSH et une activité LH, c'est-à-dire soit les HMG, soit les associations de FSH recombinante et LH recombinante. Chez une femme infertile qui présente une dysovulation toujours en lien avec un hypo-hypo normoprolactinémique, mais cette fois-ci avec une atteinte hypophysaire ou une mutation complète du récepteur de la GnRH, ça ne court pas les rues, mais ça peut arriver, il est recommandé de prescrire d'emblée un traitement par gonadotrophine avec activité FSH et LH. On est sur du qualité de preuve modérée avec des recommandations fortes.
Alors, il y a le cas particulier des femmes qui ont une anovulation hypothalamique fonctionnelle avec des ovaires très multifolliculaires, ce qu'on appelle des OPK échographiques. Eh bien, ces patientes-là, le trouble de l'ovulation qui doit être mis en avant, ce n'est pas le SOPK, c'est vraiment le fait qu'elles ont une atteinte centrale. Donc, il faut corriger le déficit énergétique pour les faire réovuler. Et si, malgré les mesures hygiéno-diététiques, il n'y a pas de correction de la fonction ovulatoire, eh bien, le traitement à proposer en première intention, c'est plutôt la pompe à GnRH, si elle est disponible. Et si ça n'est pas possible, eh bien, ce sera des associations FSH-LH, soit sous forme d'HMG ou encore de gonadotrophine recombinante. Enfin, chez la femme infertile qui présente un hypo-hyponormoprolactinémique, quel que soit le niveau d'atteinte, il n'est pas recommandé d'associer une insémination intra-utérine à un traitement inducteur de l'ovulation, puisque notamment si le reste du bilan d'infertilité est considéré comme parfaitement normal. Et ça, c'est qualité de preuve basse, puisque, comme je vous l'ai dit, il n'y a quasiment rien, avec par contre une recommandation forte, pleine de bon sens. Alors, dernier point sur les inductions d'ovulation, c'est la place du monitorage. Donc, quand on va reprendre la situation de l'infertilité dite idiopathique, c'est-à-dire bilan initial du couple normal, est-ce que le monitorage de l'ovulation en cas de stimulation pour insémination permet de diminuer le taux de grossesse multiple? On est allé jusqu'à se poser cette question. Eh bien, vous voyez, finalement, 2 méta-analyses seulement ont pu être extraites et analysées en détail pour essayer de répondre à cette question. Globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que lorsqu'on prend le critère de 3 follicules supérieurs ou égal à 14 mm, donc vous voyez, dès qu'il y a strictement supérieur à 3 follicules d'au moins 14 mm le jour du déclenchement, on augmente les taux de naissance vivante et on a tendance à augmenter le taux de grossesse multiple. Donc, dans une des méta-analyses, on avait une augmentation, vous voyez, qui n'était pas statistiquement significative. Et puis, dans l'autre méta-analyse, eh bien, là, on retrouvait une petite augmentation du risque de grossesse multiple, notamment dans le sous-groupe d'induction par gonadotrophine. Donc, lorsqu'il y a un bilan initial du couple infertile qui est normal, en cas de stimulation ovarienne pour insémination intra-utérine, il est recommandé d'effectuer un monitorage et d'annuler la tentative en présence de plus de 3 follicules mesurant 14 mm afin de limiter le risque de grossesse multiple. Bien entendu, les experts rappellent que les critères d'annulation devront tenir compte en effet de l'âge de la femme, de la durée d'infertilité et du rang de tentative de l'insémination intra-utérine. Et donc, on était sur une recommandation forte basée sur une qualité de preuve modérée compte tenu de l'hétérogénéité des 2 méta-analyses. Enfin, la même chose. Là, on reprend le groupe des dysovulations. Donc, quand on a une dysovulation qui nécessite le recours à des inducteurs de l'ovulation, est-ce que le monitorage permet de diminuer les taux de grossesse multiples? Eh bien là, c'était assez simple. Il n'y avait pas d'études spécifiques. Donc, on a basé notre travail sur quelque chose d'un petit peu inverse, c'est-à-dire qu'on s'est vraiment basé sur le nombre de follicules dominants à l'échographie. Et donc, on n'a pas beaucoup d'études. Il y avait ce papier de l'équipe de Roy Homburg qui date déjà d'un petit peu avant les années 2000 et qui montrait effectivement chez les femmes qui ont un SOPK une corrélation entre le nombre de follicules, vous voyez, là c'était strictement supérieur à 15 mm, et le risque de grossesse multiple s'il y avait une induction d'ovulation. On voit qu'on a tendance à augmenter les taux de grossesse quand il y a plus de follicules chez ces patientes dysovulantes, mais on augmente, vous voyez, considérablement le taux de grossesse multiple. Il n'y avait pas eu de comparaison entre les différents groupes en fonction du nombre de follicules au déclenchement. Donc c'est sûr que nous recommandons fortement, et puis en plus tous les consensus d'experts, la consensus de l'Échereux de 2018, la conférence de consensus de Thessalonique, avaient pour le SOPK en tout cas mis en avant le fait qu'il fallait absolument monitorer tous les cycles d'induction, pour le clomide idéalement, minimum le premier, idéalement chacun des cycles, mais en tout cas il fallait absolument qu'il y ait un monitorage échographique. Pour ce qui est des hypogonadismes hypogonadotropes, là il n'y a rien à part une seule étude rétrospective, qui est une étude que nous avions publiée il y a quelques années avec Agathe Dumont, qui avait montré effectivement qu'on avait quand même, chez les patientes qui ont des pompes à GnRH, quoi qu'aient dit certains auteurs il y a quelques années, quelques hyper-réponses qui étaient possibles, et ce, quel que soit le statut ovarien, c'est-à-dire qu'il y ait ou pas un OPK échographique associé.
Et donc pareil, on avait quand même 22% de cycles avec des réponses bifolliculaires, ce qui est quand même pas négligeable. Et donc dans ces contextes d'anovulation, c'est un élément important qu'il faut expliquer aux patientes par rapport au risque de grossesse gémellaire théorique. Et donc, on a fait un peu la même recommandation que pour l'infertilité inexpliquée, sur le fait qu'on recommande, en tout cas au minimum, un monitorage échographique de la croissance folliculaire, quel que soit l'inducteur de l'ovulation, quel que soit le trouble de l'ovulation, et on discutera avec la femme à la fois le risque de grossesse gémellaire en cas de recrutement bifolliculaire, et surtout de discuter l'annulation de la tentative s'il y a une présence de plus de 3 follicules qui mesurent 14 mm. Et là encore, on tiendra compte bien sûr de l'âge de la femme, c'est pas pareil à 41 ans qu'à 29 ans bien sûr, et de la durée d'infertilité. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Merci beaucoup. Alors c'est dense, hein. C'est très très dense. Je pense que vous aurez peut-être besoin de revenir dessus, mais les messages clés, les messages clés, c'est... Les messages clés, c'est on ne stimule plus, les infertilités inexpliquées, on ne les stimule pas sans coupler à des inséminations, ou alors sinon on ne fait rien. Mais en tout cas, on ne stimule pas comme ça, ça n'apporte rien finalement en termes de grossesse et ça n'augmente que éventuellement le risque de grossesse multiple. Pour les inducteurs de l'ovulation, si c'est le SOPK, pour l'instant c'est le citrate de clomifène en première intention, même si je sais qu'il y a eu des ruptures de stock, en tout cas actuellement c'est revenu, même si on va essayer avec le collège peut-être de faire passer une RTU sur le létrozole, mais ça, c'est pas pour tout de suite, on verra. Et puis, pour les hypogonadistes, hypogonadotropes, donc surtout bien éliminer l'hyperprolactinémie, qui est quand même fréquente et qui ne nécessite pas de traitement inducteur de l'ovulation. Et en deuxième ligne, c'est apprécier le niveau d'atteinte. Est-ce que c'est hypophysaire ou hypothalamique? Et ça, pareil, ça va orienter fortement la stratégie. Ne jamais oublier l'ALH quand il y a une atteinte centrale. Et surtout, oui, j'ai oublié de le dire, que lorsqu'il y a une atteinte centrale, il faut penser toujours au soutien de phase lutéale. Vous savez, quand il y a un déficit central, il y a un déficit en LH, le corps jaune ne va donc pas être stimulé par la LH, il y a une insuffisance lutéale, et donc vous pouvez supplémenter la phase lutéale, soit avec de l'HCG recombinante, soit avec de la progestérone ou de la dihydrogestérone. Voilà. Et l'OPK, en revanche, c'est stimulation sans insémination. Sans insémination. C'est là où on peut un peu... Et le monitorage, ça a été... parce que nos collègues obstétriciens, je suis aussi obstétricienne, mais les obstétriciens qui ne font pas de reproduction nous accusent d'augmenter le nombre de grossesses gémellaires, la morbidité que l'on connaît. Et c'est vrai que souvent, les grossesses triples ne viennent pas des FIV, elles viennent plutôt des chlomides non monitorées. Donc vraiment, importance du monitorage de vos cycles d'induction de l'ovulation. Oui, c'était une réflexion un tout petit peu générale, mais il y a quelques années, alors je ne sais plus si c'était Loïc Santil ou Xavier Fritel avait bien rappelé, dans les recommandations du collège, il y a des choses claires à « il est recommandé de ». Il n'est pas recommandé de. Mais il n'est pas recommandé de ne veut pas dire il est recommandé de ne pas faire. De temps en temps, c'est clairement écrit il est recommandé de ne pas faire. Ce que vous avez dit par exemple, il est recommandé de ne pas faire de stimulation simple dans une infertilité inexpliquée. À l'inverse, il n'est pas recommandé de veut dire qu'il n'y a pas de preuve de l'efficacité de telle technique. C'est un des sujets qui nous oppose, vous le savez. Dans les ovaires polykystiques, moi je pense que de temps en temps, les couples, ils en ont ras-le-bol des rapports programmés et qui sont très soulagés quand leur programme propose une insémination. Il n'y a pas de preuve que cela soit plus efficace dans la littérature. Donc vous avez dit, il n'est pas recommandé de. Mais ça ne veut pas dire, il est recommandé de ne pas faire. Et ça, je crois que c'est une réflexion générale qui est très importante. Quand on a des arguments formels, et vous l'avez très bien dit dans toutes les recommandations, ce qui est recommandé de ne pas faire, et quand il n'y a pas de preuve où il n'est pas recommandé de. Et je crois que c'est des détails qui sont importants aussi pour tous ceux qui nous écoutent. Alors, je vois ce que tu veux dire, hein, Joël, mais en fait, l'élément important, c'est qu'il y a beaucoup de patientes SOPK qui vont passer en gonadotrophine parce qu'elles sont clomiphénorésistantes, qu'elles n'ont jamais ovulé avant. Et donc, et c'était très compliqué, si tu veux, de faire le cas par cas. Et donc, ce qu'on voulait, c'était impossible. Oui. Oui. J'ai deux petites questions.
quel est le rythme du monitorage qu'il faut appliquer en pratique? Et qu'en est-il de l'association clomifène plus gonadotrophine? Vous n'avez pas évoqué cette question parce que je trouve que c'est très intéressant d'en parler. Parce que, ça diminue les doses d'injection de gonadotrophine et en même temps, on a des bonnes réponses avec ce protocole-là. Alors, ce protocole-là a fait l'objet d'évaluations assez anciennes qui avaient montré que clomide plus gonado n'était pas supérieur à clomide seul. Donc, du coup, il avait été conseillé, notamment, puisque ça alourdit le coût de la prise en charge, de ne pas le faire. Donc, normalement, on n'associe pas trop les inducteurs de l'ovulation entre eux. Pour ce qui est du citrate de clomifène, le monitorage théoriquement minimaliste, c'est une écho, il n'y a pas besoin forcément de prise de sang, pas obligatoire, on peut la faire, mais ce n'est pas obligatoire. Et c'est une écho en général qu'on fait vers J12 pour vérifier combien il y a de follicules recrutés. Et après, on va laisser la patiente ovuler toute seule et on s'assure simplement qu'elle est bien ovulée en dosant la progestérone. Pour ce qui est des monitorages par gonadotrophine ou par pompe à GnRH, en général, il y a toujours une première évaluation vers 8-10 jours du cycle après un début de traitement vers J2. Donc environ 8 jours de traitement, on refait le point. Et là, souvent, c'est écho et prise de sang. Et en fonction de ce qu'on voit, on voit si on va la revoir au bout de 2-3 jours ou après. Merci pour toutes ces recommandations. Moi, j'ai juste une petite remarque à faire. Dans les hypogonadismes hypogonadotropes, il faudrait aussi éliminer un processus tumoral, notamment un crânio-pharyngien. Ça, c'est ma première remarque. Et la deuxième, la durée de stimulation à défaut d'une pompe à la GnRH, vous êtes obligé de donner des doses plus importantes pour une durée beaucoup aussi plus importante. Je prends l'exemple d'un syndrome des démentiers calmantes, par exemple. À défaut de ça, vous êtes obligé de donner des doses qui sont aussi très importante pour une durée qui peut arriver jusqu'à une vingtaine, voire 25 jours de stimulation pour que puisque la femme puisse répondre. C'est juste une petite remarque. Tout à fait. Non, alors c'est vrai que je ne pouvais pas mettre en place le bilan des atteintes centrales. Effectivement, l'IRM hypophysaire a une place essentielle pour rechercher un processus tumoral, notamment dans les formes acquises, mais aussi congénitales. Donc ça, de toute façon, oui, il faut éliminer une cause organique. Et après, alors pour ce que vous disiez, oui, c'est vrai que quand il y a un hypogonadisme hypogonadotrope très profond, on a des réponses qui vont être un petit peu poussives. Pourquoi? Parce que l'ovaire n'a effectivement jamais été sensibilisé aux gonadotrophines. Mais on observe quand même dans la pratique souvent qu'au bout d'un certain nombre de cycles, le premier cycle est long, mais qu'après, ça va être un petit peu mieux les cycles d'après. On a l'impression, en tout cas, dans notre expérience. Merci. Alors, nous allons passer aux 3 dernières picots de chirurgie de première intention en médecine de la reproduction. Alors, le professeur Pouli a dû repartir pour raison professionnelle et donc le doublure corps du professeur Pouli, donc le professeur Bouet, va venir alimenter la discussion et la modération de cette session. Voilà. Donc, c'est pas mal des doublures corps de professeur Pouli. Et ainsi, donc, pour ces 3 dernières picots, normalement, le docteur Dion, voilà, qui nous vient de Rennes. Enfin, alors, c'est des questions qui, je pense, vont amener beaucoup de commentaires et Merci beaucoup, Ludivine, pour le travail actif. Bonjour à tous. Je tiens d'abord à remercier le comité d'organisation pour m'avoir confié cette pico épineuse. Sur la place de la célioscopie dans le bilan initial du couple infertile inexpliqué. Et l'enjeu de cette pico était sur l'outcome qui était initialement les chances de naissance vivante par rapport à une prise en charge en AMP. Si on regarde le flowchart, donc avec l'analyse PubMed et Embase, on était à 3134 articles, après exclusion des doublons et des articles qui, par exemple, n'avaient pas comme outcome la naissance vivante. Il n'y a que 9 articles qui ont été inclus dans cette analyse. Et on voit tout de suite qu'on avait 7 études rétrospectives et une seule prospective. Et une revue de la littérature.
Donc l'infertilité inexpliquée, c'est 15% des couples infertiles. Donc ça va être une bonne partie de la population quand même qui va consulter pour infertilité. Et si on fait une celluloscopie exploratrice à tous ces couples en infertilité inexpliquée, on va trouver 70 à 80% d'anomalies en celluloscopie. Donc que ce soit de l'endométriose ou des adhérences tubaires. Et donc, ce qui est important de savoir, c'est que même si on retrouve des anomalies en celluloscopie, le traitement de ces anomalies ne va pas forcément changer la donne en AMP et ne va pas forcément augmenter les chances de naissance vivante. Donc, il y a des études qui sont discordantes selon les résultats. Donc, on ne peut pas conclure sur l'amélioration des chances en AMP en celluloscopie. Il y a une étude rétrospective qui a comparé sur un taux de grossesse cumulé à 36 mois des couples en infertilité inexpliquée qui avaient une celluloscopie puis une FIV à 6 mois ou une celluloscopie et une FIV d'emblée. Et ils n'avaient pas montré de différence sur le taux cumulé de grossesse. La seule chose qu'ils ont trouvé, c'est un taux de grossesse spontanée qui était supérieur dans le groupe celluloscopie. Et quand il y avait des grossesses, elles étaient dans les 6 premiers mois. Il y a une étude rétrospective qui, elle, a comparé la prise en charge en celluloscopie, puis FIV ou FIV d'emblée. Ils ont retrouvé un taux de grossesse significativement plus élevé chez les 26-30 ans par rapport à la population générale. Et c'était fortement significatif. Donc 75% dans le groupe qui avait eu une celluloscopie plus la FIV versus 33% ceux qui ont eu une FIV d'emblée. Comme la littérature était assez pauvre en termes de niveau de preuve, on a eu du mal à conclure et on s'est basé aussi sur les RPC de l'an dernier sur la chirurgie prophylactique, pour lesquels on avait conclu que la découverte d'adhérence péritubaire tubo-ovarienne, si on faisait une adhésiolyse, on pouvait améliorer les chances de grossesse spontanée. Et aussi, on s'est aussi basé sur l'ancienne étude de Marcoux sur l'endométriose superficielle et le traitement de ces lésions à la celluloscopie comparé à une expectative et qui, dans cette étude, avait montré une augmentation significative du taux de grossesse à 9 mois. Donc, nous avons émis cette recommandation. Donc, en cas de bilan initial normal, donc ce sont les couples en infertilité inexpliquée. Donc, chez la femme âgée de moins de 30 ans, il est probablement recommandé de discuter une exploration pelvienne par celluloscopie pour augmenter les chances de grossesse spontanée. Donc là, on parle bien que de grossesse spontanée. Et après 30 ans, il n'y a aucune donnée dans la littérature. Et en cas de bilan initial sur un couple infertile, qui est normal, si une exploration chirurgicale est décidée, la celluloscopie est recommandée pour la détection et le traitement des lésions pelviennes, pour augmenter les chances de grossesse spontanée aussi. Et nous avons conclu qu'en cas de bilan d'infertilité initiale normale, et si une prise en charge en FIV était décidée en première intention, la celluloscopie n'était pas recommandée puisqu'il n'y avait pas d'augmentation du taux global de grossesse. Merci beaucoup. Alors peut-être qu'on va remettre les recos d'avant parce que c'est vrai que l'analyse de la littérature a été... C'était épineux. Ça avait donné beaucoup de discussions. La relecture nationale avait donné aussi beaucoup de discussions. Tous les mots ont été importants. Voilà. Donc peut-être que vous avez des commentaires sur des questions. La question, c'est que moi, j'ai l'impression qu'on a eu du mal à répondre à la question en tant que telle sur l'intérêt ou non de la celluloscopie. Alors en fertilité spontanée. Éventuellement, mais c'est vrai qu'on ne peut pas trancher encore aujourd'hui. Enfin, je ne sais pas, c'est un peu l'impression que ça donne. C'était, ce qu'on retrouve, c'est que ça augmente les chances de grossesse spontanée chez les femmes jeunes. Et après, en cas, si il y a une prise en charge en FIV qui est faite, ça n'augmente pas au tout début de la prise en charge, bien sûr, pas une fois que la prise en charge est lancée. On fait souvent, nous... Après, là, j'ai une question pratique, c'est parce que moi, je le propose pas en première intention, le traitement chirurgical ou l'exploration chirurgicale devant une infertilité inexpliquée chez une femme de moins de 30 ans. Mais c'est comment, si j'avais cette pratique, comment je le présenterais au couple d'aller présenter une celluloscopie exploratrice pour rechercher
peut-être des petites adhérences ou une petite endométriose superficielle et de décaler encore peut-être la prise en charge active, parce que derrière, si on le fait, c'est pour se donner une expectative. C'est un petit peu ça dans les études. Donc, au vu un petit peu des couples qu'on rencontre, qui sont souvent impatients au bout d'un an et demi d'infertilité, j'aurais du mal à modifier mes pratiques pour leur dire, attendez, je vais vous opérer, puis après on va attendre 6 mois. Hein. J'ai l'impression que je les reverrai peut-être plus là, si je leur propose ça. Je ne sais pas s'il y a des retours dans la salle de praticiens qui font différemment, ou en tout cas qui proposent la célioscopie en première intention, qui pourraient justement nous apporter des éléments de réponse. Mon avis, c'est en fait, notre pratique est largement influencée par le mode de remboursement de l'AMP. C'est-à-dire que c'est vrai qu'en France, comme il y a un remboursement à 100%, finalement, on ne perd pas trop de temps à proposer des FIV ou de l'AMP. En revanche, la réflexion peut être différente dans d'autres pays où l'accès à l'AMP est coûteux pour les couples. Et c'est vrai que peut-être que là, chez la femme de 30 ans, de moins de 30 ans, une infertilité inexpliquée, ça peut... 6 mois à moins de 30 ans, ça ne me choque pas. Voilà. Voilà, c'est-à-dire qu'on s'en rend bien compte quand on va voir dans d'autres pays que c'est pas rien d'engager des couples dans l'AMP. Donc peut-être que c'est quand même une donnée où il y a des couples de moins de 30 ans qui n'ont pas envie de faire des FIV. Parfois, on a des couples vraiment très très réticents, surtout quand c'est inexpliqué. Donc je trouve, en tout cas, ça peut permettre je trouve cette recommandation d'alimenter la discussion dans le cadre d'une décision partagée d'une célioscopie diagnostique. Surtout que c'est extrêmement frustrant pour les couples, l'infertilité inexpliquée. Hein. Donc, voilà. Ah, ça y est, les bras se lèvent. Alors, probablement, c'est les recommandations. Donc, dans la publication que je vous ai montrée au début, on peut émettre soit des recommandations faibles, soit des recommandations fortes. Donc, quand c'est faible, on est obligé d'écrire « il est probablement recommandé ». C'est le code de la route des recommandations du collège. Voilà pourquoi il est probablement recommandé. Parce que, on voit bien, il y a 3 études. Donc, on est obligé d'être prudent dans nos conclusions. Je voulais juste une précision. Est-ce que vous associez une épreuve au bleu à cette célio ou pas? Non, c'était vraiment célioscopie exploratrice seule. Merci. Autant la faire. Hein. Oui. Le micro arrive. Le micro arrive. Bonjour. Est-ce que la fertiloscopie, c'est encore d'actualité? Est-ce qu'on doit se lancer là-dedans ou pas? C'est polémique, on en avait parlé. Alors, le professeur Fernandez est dans la salle, normalement. Voilà, donc il va vous répondre directement. Ça faisait partie de la PICO initialement. La fertiloscopie est retirée du marché. Donc la question ne se pose plus par rapport à cette technique. Par contre, et là on l'a montré dans la session de la SCGP, par la réalisation d'un drilling ovarien qu'on fait par le VNOTS, en fait, c'est la possibilité de faire une célioscopie par voie transvaginale qui ne pose aucune difficulté. Et il ne faut pas oublier que chez les patientes obèses, et on sait très bien qu'on est confronté à cette situation, chez les patientes ayant potentiellement des antécédents de chirurgie abdominale pour péritonite, appendiculaire, etc., on peut y avoir des adhérences. Le fait de passer par en bas, c'est vraiment très bien et surtout, on a une belle vision. Et puis, de toute façon, on fait l'épreuve au bleu. Alors, c'est sûr que la littérature dit que c'est pas obligé de faire une épreuve au bleu, il faut arrêter de déconner, quoi. Je veux dire, on fait une intervention, on fait pas d'intervention, on va pas mettre une patiente dans un bloc opératoire sans savoir s'il n'y a pas une dilatation tubaire et une fimbrio, une sténose qu'on ne voit pas forcément et que l'épreuve au bleu va montrer. De temps en temps, il faut revenir quand même à la réalité. On fait de la médecine ou on ne fait pas de la médecine. Je pense qu'il faut qu'on fasse bien attention à ces recommandations qui sont ce que la littérature donne. Mais à un moment donné, on a envie de dire, attendez, là, on revient un peu sur la réalité des choses et il ne faut quand même pas oublier cette réalité. Enfin, pour la fertilo, vous pouvez maintenant faire du VNOTS et vous avez une vision qui est parfaite et en toute sécurité, il faut juste apprendre à faire une colpotomie postérieure, mais qui n'est pas si compliqué que ça. Et puis les dames, elles n'ont pas de cicatrices sur le ventre. Alors après, c'est évidemment la frustration. C'est ce que je disais au début de la session, c'est que la méthode PICO, la méthode GRAD, frustre beaucoup de gens parce que certaines choses paraissent être du bon sens. Mais si le bon sens n'est pas prouvé par la littérature, on ne peut pas en parler. Voilà, c'est comme ça. C'est le jeu de la méthodologie qui nous est imposée pour cet exercice.
Voilà, donc maintenant place au docteur Héloïse Fraison, voilà, qui nous vient de Lyon et qui a travaillé sur la prise en charge chirurgicale des pathologies tubaires. Merci beaucoup Héloïse. Merci d'abord à Blandine et Antoine de m'avoir proposé ce travail et à Monsieur Pouli qui m'a donné ses conseils avisés pour faire cette PICO. Donc chez la femme infertile, est-ce que le traitement chirurgical des pathologies tubaires augmente les chances de naissance vivante ? Donc ça, c'était mon équation de recherche. Je passe rapidement. 923 articles ont été éligibles sur PubMed et Embase. Nous avons retenu 145 articles pour inclusion. Finalement, beaucoup d'articles étaient inclus dans les méta-analyses parce qu'il y a beaucoup de méta-analyses sur le sujet. Donc nous avons inclus 8 articles, 4 méta-analyses, 3 études rétrospectives et une petite étude pilote prospective. Je tenais à rappeler qu'il n'y avait pas d'études de haut niveau de preuve depuis les dernières recommandations, donc depuis 2010. Donc cette question PICO a été divisée en 3 sous-questions. Alors, est-ce que le traitement chirurgical d'un hydrosalpinx augmente les chances de grossesse spontanée ? Une grosse méta-analyse de CHU qui incluait seulement des études observationnelles, jamais de décès randomisé, qui montrait un taux de naissance vivante de 25% dans les 2 ans après salpingostomie, unie ou bilatérale, tout stade confondu, par célioscopie ou laparotomie. Il était noté tout de même qu'il y avait un taux de grossesse extra-utérine élevé de 10%. Une étude rétrospective française et récente qui a été publiée, qui montrait que lorsqu'il y avait des hydrosalpinx de stade 1 et 2, selon la classification de Brossens et Putmans, le taux de naissance vivante était de 34,7% dans les 12 mois suivant la salpingostomie par célioscopie. Ensuite, il y a eu la question, est-ce que le traitement d'un hydrosalpinx augmente les chances de grossesse en FIV ? Donc là, nous avons quand même tenu à rappeler les études suédoises prospectives randomisées qui dataient d'avant les années 2000, qui montraient que le taux de grossesse et d'accouchement en FIV était 2 fois plus élevé après salpingectomie qu'après abstention thérapeutique. 2 méta-analyses plus récentes qui parlaient aussi des autres techniques chirurgicales de ces hydrosalpinx avant FIV, donc l'obstruction tubaire par pose de clip ou interruption, ou le drainage éco-guidé. Enfin, la dernière sous-question était est-ce que le traitement d'une obstruction tubaire proximale augmente les chances de grossesse spontanée ? Là encore, une méta-analyse, une étude rétrospective japonaise et une toute petite étude pilote prospective nigériane. Et là, ils retrouvaient des taux de grossesse spontanée entre 27 et 33% après un cathétérisme tubaire. Le cathétérisme qui était associé à une céliohystéroscopie semblait être la plus appropriée car elle permettait le traitement des lésions associées. Donc après relecture nationale et avis d'experts, on a donc conclu à ces recommandations. Chez la femme infertile de moins de 35 ans, en cas d'obstruction tubaire distale avec ou sans hydrosalpinx, sans autre facteur d'infertilité, il est probablement recommandé de réaliser une célioscopie pour évaluer le score tubaire et réaliser une salpingostomie en cas de bon pronostic en vue de rétablir la fertilité spontanée. Après 35 ans ou en cas d'hydrosalpinx de mauvais pronostic, il n'est probablement pas recommandé de réaliser une salpingostomie. Donc c'était une recommandation forte mais une qualité de preuve basse. Avant de décider d'un traitement réparateur d'un hydrosalpinx, il est probablement recommandé d'utiliser un score tubaire en péropératoire, incluant notamment une évaluation de la muqueuse tubaire. Nous ne pouvons pas vous dire quel score utiliser puisque la littérature utilise toujours des scores différents. Encore une qualité de preuve basse mais une recommandation forte. En cas de traitement réparateur d'un hydrosalpinx chez une femme infertile, il est recommandé d'informer des risques élevés de récidive d'hydrosalpinx et notamment de grossesse extra-utérine, donc d'environ 10% versus 2-3% dans la population générale. Ensuite, chez la femme infertile avant FIV, en cas d'obstruction tubaire distale avec hydrosalpinx visible en échographie, il est cette fois recommandé de proposer une salpingectomie par célioscopie pour améliorer les taux de grossesse. Là, c'était une qualité de preuve élevée grâce aux études de Strandel et une recommandation forte. Chez une femme infertile avant FIV, en cas d'obstruction tubaire distale avec hydrosalpinx visible en échographie et en cas de refus de la salpingectomie ou de difficulté chirurgicale attendue, il est probablement recommandé de proposer une exclusion tubaire ou en dernier recours un drainage éco-guidé de l'hydrosalpinx immédiatement avant la tentative.
Enfin, chez la femme infertile de moins de 35 ans, en cas d'obstruction tubaire proximale à l'hystérosalpingographie ou à l'hyphosie, ça a été rajouté après relecture nationale, sans d'autres facteurs d'infertilité, il est probablement recommandé de réaliser un cathétérisme tubaire au cours d'une nouvelle hystérosalpingographie ou par hystéroscopie sous contrôle cœlioscopique pour rétablir la fertilité spontanée. Après 35 ans, il n'existe pas de données dans la littérature ayant évalué l'intérêt du cathétérisme tubaire pour rétablir la fertilité spontanée. Peut-être remets-toi sur la recommandation, parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire. Oui, là moi j'avais une question sur justement le après 35 ans. Il n'est probablement pas recommandé de réaliser une salpingostomie. C'est-à-dire si on a une trompe unilatérale, on a 36 ans, on a une réserve ovarienne normale et on n'a qu'une trompe atteinte, il n'y a pas d'intérêt à faire la salpingostomie, c'est ça? En fait, dans la méta-analyse, il disait qu'effectivement les taux de grossesse après 35 ans étaient beaucoup moins bons qu'avant 35 ans. Donc, ils ne recommandaient pas, après 35 ans, de faire une salpingostomie. C'est dans la dernière méta-analyse qu'ils ont conclu ça. Effectivement, après, tout se discute au cas par cas. Oui, c'est toujours la subtilité du « il n'est pas recommandé ». Voilà, mais... et il est probablement recommandé. Okay. Donc, on peut réaliser une salpingostomie. On peut, oui, on a la possibilité de proposer une salpingostomie à 36 ans, mais la littérature ne démontre pas forcément un intérêt à le faire. D'accord. Oui, mais excusez-moi, je suis désolé d'intervenir, mais compte tenu de la diminution des résultats en AMP au-delà de 35 ans, souvent la seule possibilité, quand on arrive vers 38-40 ans, c'est encore vrai, la seule possibilité que des patientes puissent avoir des grossesses avec enfants vivants, c'est de pouvoir conserver des trompes. Et pardonnez-moi de la génération ou d'avoir commencé à opérer avant de faire des FIV, mais quand on opérait des femmes de 38 à 40 ans, il y avait encore 15 à 20% de grossesse évolutive. Or, en FIV, jusqu'à preuve du contraire, il n'y a aucune équipe qui est capable de me dire qu'il y a 15 à 20% de grossesse évolutive quand on fait des FIV à partir de 40 ans. Donc, faut faire hyper attention à ce genre de présentation qui va être lue. Il faut braquer les trompes après 35 ans quand on opère. Je trouve que c'est vraiment pas raisonnable. Non, mais on peut pas. Je trouve que c'est très dangereux de laisser ça comme ça, parce que, alors c'est sûr qu'il y a toute une phraséologie, mais qu'il faut, dans une salle comme ici, et Blandine, tu l'as très bien dit tout à l'heure pour la remarque que j'avais faite, que tu peux refaire exactement la même maintenant, mais il n'empêche que quand ces recos vont être lus tranquillement à la maison rapidement, on va oublier le fait que le taux de grossesse avec enfants vivants en FIV, il est quand même moins bon après 40 ans que le fait d'aller conserver une trompe. Surtout, je suis d'accord avec, surtout quand on a des stades 1-2 par exemple, aller faire une néosalpingostomie sur un stade 1-2, même après 35 ans, effectivement, il y a une belle efficacité. Donc c'est pour ça que je me posais effectivement la question sur cette recommandation. Et après, alors attends, fais voir. Oui, il y a une question. Après, c'est sur l'obstruction proximale. Ah oui, ça aussi. Après, c'est sûr qu'on fait avec ce que la littérature nous dit, c'est pas toujours... Merci pour vos recommandations. Est-ce que l'origine bactériologique, éventuellement, de l'hydrosalpinx ne compte pas éventuellement dans la prise en charge chirurgicale? Tous on sait qu'un hydrosalpinx, je viens d'un pays du Maghreb, un hydrosalpinx d'origine tuberculeuse, il est très très difficile éventuellement à opérer. Et puis ma deuxième question, quelle est la place, parce que vous n'avez pas abordé la place de l'hystérosalpingographie sélective dans les obstructions proximales. Est-ce que vous avez noté quelque chose sur le plan littérature? Déjà pour l'hydrosalpinx d'origine tuberculeuse, vous voulez dire il est difficile à enlever ou à... D'accord, alors c'est vrai qu'il ne précisait pas forcément dans la littérature sur l'hydrosalpinx tuberculeux en soi. Si c'est avant FIV et que du coup l'hydrosalpinx est gênant et qu'on n'arrive pas à le traiter chirurgicalement, on peut éventuellement proposer la pose de clip.
Voilà. Après, pour l'hystérosalpingographie sélective, si effectivement, s'il y a une obstruction tubaire proximale, il est probablement recommandé de réaliser un cathétérisme tubaire, soit par hystérosalpingo, soit par célio-hystéroscopie. Non, je pense que c'est très important ce qu'a dit Hervé. Quand les gens vont rentrer chez eux, ils vont avoir juste le texte et pas toute la discussion qu'on a là. Et que peut-être dans l'introduction, dans la publication, en particulier dans Gorz, mais aussi sur le site du collège, il serait fondamental de dire que, étant donné la façon de pratiquer ces recommandations, où il y a des choses parfaitement bien démontrées avec elle, et donc il est écrit qu'il est recommandé, ou le fait que ce ne soit pas recommandé veut seulement dire qu'il n'y a pas de preuve scientifique bien établie, et que par contre, quand une technique est dangereuse, il est clairement écrit, il est recommandé de ne pas faire. Je pense que ça, c'est un préalable indispensable, parce que tout le monde est dans la salle, a entendu cette discussion, mais il y a plein de gynécos en France qui vont simplement lire ou avoir le replay. Il me semble fondamental d'une phrase que Blandine, Jean-Marie, Antoine, je ne sais pas, vous mettiez un des trois pour bien préciser cette chose de c'est uniquement ce qui est basé sur des études scientifiques démontrées et randomisées. Nous insisterons dans la discussion sur les limites de cette méthodologie et de ces recommandations. Je suis d'accord. Hein. Mais je sais que tu es d'accord. C'est les recos, c'est très frustrant et en plus on ne répond pas aux questions qu'on ne pose pas. Écoute, c'est l'histoire que dit Jean-Luc Pouly tout le temps, mais qui est vraie. Est-ce qu'il faut un parachute quand on saute d'un avion? Il n'y a pas d'études randomisées qui prouvent qu'il faut un parachute. Donc on ne peut pas, il n'est pas recommandé de porter un parachute. Ça ne veut pas dire qu'il est recommandé de ne pas porter. Ça veut seulement dire il n'est pas recommandé, pardon, de porter un parachute. Je plaisante un peu, mais c'est très important. J'avais une question scientifique plus. Vous avez jamais dit hydrosalpinx unilatéral ou bilatéral? Dans mes souvenirs, l'étude de Strandel, c'était sur les bilatéraux que c'est bien démontré. Et ça n'est pas dans la reco ou j'ai mal vu peut-être? On n'a pas précisé uni ou bilatéral effectivement dans la recommandation. Il faudrait peut-être qu'on l'ajoute. La reco là aussi, telle qu'on va la lire. Moi, sur un unilatéral, je suis pas sûre que je proposerais la salpingectomie, alors que sur un bilatéral, je suis absolument sûre que je le ferai. Oui, effectivement, il faut qu'on précise uni ou bilatéral. Après, dans l'étude de Strandel, il précisait, mais c'est vrai que dans la méta-analyse qui a été publiée, tout était mélangé, uni et bilatéral. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas reprécisé après. Et j'avais une question sur les obstructions proximales, là, sur la dernière. C'est pour connaître un petit peu les pratiques. Vous connaissez beaucoup de radiologues qui pratiquent encore les cathétérismes tubaires proximaux? Parce que personnellement, là, moi, sur mon département, j'en ai pas. Non, mais en région parisienne, oui. Et dans le Nord, il y en a un. Il semble s'y remettre. Enfin, nous, ils s'y remettent aussi. Et c'est le cathétérisme tubaire, c'est 50% de récidive en obstruction, hein, c'est ça? C'est la notion que j'avais. Non, j'ai pas du tout lu cette notion du pourcentage de récidive pour l'obstruction tubaire proximale après cathétérisme. C'est moi, d'accord. Alors moi, ce qui me frustre, par exemple, c'est la question à laquelle on n'a pas posé, c'est de ne pas réfléchir avec la sérologie chlamydia, par exemple. Enfin, on revient, c'est-à-dire que... Ah oui, mais c'est les limites de la méthodologie. Mais ce qui est dingue, c'est que ça ne soit pas publié. Enfin, c'est que ça ne soit pas étudié. Enfin, voilà. Mais c'est frustrant. Après, ça donne des bases de réflexion. C'est sûr que les recommandations faibles à qualité de preuve basse, ça ne dispense pas de réfléchir. Voilà, donc de réfléchir et d'avoir du bon sens. Voilà. Je crois qu'un bras s'est levé. Oui. Est-ce que vous avez évalué les différences de pronostic entre les hématos et les hydrosalpinx sur la prise en charge chirurgicale, néosalpingo ou plus intérêt sur la salpingectomie du coup? Non, c'est une bonne question, mais c'est pas précisé. En fait, hémato ou hydrosalpinx. Donc, mais effectivement, il n'y a pas d'études sur hématosalpinx seul dans l'endométriose, par exemple. Je ne sais pas si. Nous, c'est souvent la question qu'on se pose sur. Oui, sur les hématos dans l'endométriose, oui. Nous allons. Merci beaucoup, Héloïse. Et alors, nous allons finir en beauté. Et dans les temps, surtout. Et là, vraiment, je félicite tout le monde, puisque nous allons finir dans les temps, mais je pense que ça a beaucoup discuté. Donc, tu as plus que 180 secondes, un petit peu, parce que je sais qu'il va y avoir beaucoup de questions sur la prise en charge des pathologies utérines endocavitaires.
Merci Blandine d'avoir sollicité le CHU de Bicêtre pour discuter des pathologies utérines endocavitaires. Je remercie aussi mes collègues de m'avoir aidé et soutenu dans ce travail. Donc, en premier lieu, les polypes. Ici, on ne parle que des polypes de plus de 10 mm. Donc, des études observationnelles qui ont été faites, qui sont en faveur de la chirurgie, avec un taux de grossesse entre 60 et 75%, des taux de naissance entre 54 et 68%. On a une seule étude randomisée en 2005, avec 215 patientes infertiles, un taux de grossesse augmenté, avec un risque relatif à 4,4. Donc, nous avons donc décidé de recommander de réaliser une ablation de l'hystéroscopie opératoire, qu'elle soit sous anesthésie locale ou générale, en cas de polype intracavitaire supérieur à 10 mm. Concernant les myomes, ici on ne parle que des myomes intracavitaires, FIGO 0, 1, 2. Les études observationnelles après chirurgie sont en faveur de la résection hystéroscopique, avec des taux de grossesse entre 46 et 85%, des taux de naissance vivante entre 45 et 67%. Il y a des études comparatives observationnelles aussi en faveur de la chirurgie, avec un taux de naissance augmenté, puisqu'un risque relatif à 2,1. Des études randomisées existent chez des patientes infertiles, résection versus abstention, que ce soit des sous-muqueux seuls ou des sous-muqueux associés à des intramuraux. Nous avons une augmentation du taux de grossesse significatif. Nous avons donc recommandé chez la femme infertile de réaliser une résection par hystéroscopie opératoire en cas de myome intracavitaire FIGO 0, 1, 2. Concernant les synéchies, ici on ne parle que des synéchies sévères, uniquement des études observationnelles chez la femme infertile après chirurgie, un taux de grossesse entre 40 et 76%, des taux de naissance vivante entre 28 et 60%. On n'a aucune étude comparative. Donc chez la femme infertile, il est recommandé de réaliser une cure de synéchie par hystéroscopie opératoire en cas d'adhérence intra-utérine sévère. Concernant les ismocèles, uniquement des études observationnelles chez la femme infertile après chirurgie, des taux de grossesse entre 25 et 100%. On n'a aucune étude comparative, ce ne sont que des petites séries. Et je rappelle qu'ici, on est en première intention et que pour le moment, on n'a aucune idée de rôle de l'ismocèle asymptomatique dans la fertilité secondaire. Je rappelle qu'un ismocèle asymptomatique, c'est une patiente qui n'a ni métrorragie, ni douleur, ni antécédent de grossesse sur cicatrice. Ça serait une étude randomisée intéressante à faire pour évaluer son rôle. Nous avons donc conclu que chez la femme infertile, il n'est probablement pas recommandé de réaliser une cure d'ismocèle s'il est asymptomatique. Les malformations utérines. Les utérus santé, U1A, U1B, uniquement des études observationnelles après chirurgie, un taux de grossesse entre 73 et 83%, un taux de naissance vivante entre 63 et 80%, uniquement des petites séries, pas d'études comparatives. Les cloisons. U2A, U2B, on a beaucoup d'études observationnelles après chirurgie qui sont en faveur de la chirurgie, taux de grossesse entre 40 et 76%, taux de naissance vivante entre 29 et 73%. Petit problème, Riken publie en 2021 une étude randomisée, section versus abstention. Il a pris 80 patientes, il y a un tiers d'infertiles, 2 tiers de fausses couches spontanées ou d'accouchements prématurés. Les taux de naissance vivantes sont identiques dans les deux groupes, 31% versus 35%. Donc il est plutôt en défaveur de la chirurgie. Mais quand vous regardez comment est construite l'étude, l'effectif est beaucoup trop faible. En fait, pour montrer une amélioration de 10% des chances de naissance vivante après section de cloison, il aurait fallu inclure 752 femmes. Vous voyez qu'on n'en a que 80. En plus, il y a des grosses discordances dans l'étude, puisque dans les résultats, vous avez plus de sièges dans le groupe section de cloison, plus d'accouchements prématurés, plus de fausses couches spontanées, ce qui va à l'encontre de toute la littérature sur les utérus cloisonnés. Une autre étude qu'il a réalisée en 2020, une étude observationnelle comparative, où il a pris 257 femmes, dont un tiers d'infertiles, pareil, même taux de naissance vivante, mais là on se rend compte que la décision est totalement subjective d'opérer ou non les patientes, et on n'a eu qu'une idée en fait de la classification de la cloison. Du coup, c'est la loi du Picot. On a été obligé d'écrire. Chez la femme infertile, les données de la littérature ne permettent pas de recommander systématiquement en première intention une section de cloison par hystéroscopie opératoire. Il en est de même pour la plastie d'agrandissement. Pourtant, on a 98% de résultats anatomiques satisfaisants en un seul temps opératoire par hystéroscopie. Les complications sont identiques que n'importe quelle hystéroscopie opératoire et le taux de synéchie post-opératoire est négligeable. Donc moi, je vous pose une question. Quel FIVIS va accepter de transférer un embryon dans un utérus cloisonné? Je vous remercie.
finit bien. Alors, qui? Eh ben, j'assume. Là, j'ai récemment 2 patientes avec des utérus, avec des cloisons musculaires, enfin des utérus. Je suis obligée de leur parler de cette étude randomisée, même si elle est biaisée. Et je suis moins sûre de moi depuis les études de Riken. Et c'est vrai que c'est une décision partagée. Et là, actuellement, elle est enceinte, tout se passe bien avec sa cloison. Voilà, je sais. Le problème, c'est que c'est le jeu des... Ouais, voilà, après, c'est parfois des choses qui ont l'air évidentes ne sont finalement à la fin pas prouvées scientifiquement. Je suis d'accord avec le professeur Fernandez que c'est évident qu'il faut couper une cloison. Le problème, c'est que même si elle est biaisée, ces fameuses études sont biaisées, elles n'ont quand même pas montré que couper la cloison améliorait les choses. Donc c'est là où je suis un peu plus que gênée biaisée, avec cette études. étude, Blandine. Elle est plus que biaisée. Il y a Oui, un mais tout petit nombre toutes de les autres patientes. études qui Quand tu montrent- regardes les Non, chiffres en alors, détail. je vais faire l'avocat du diable parce que je pense qu'il en faut un qui se mouille. Mais les études qui montrent l'intérêt des sections de cloison sont biaisées aussi. En fait, c'est ça le problème, c'est que toutes les études sont biaisées. Donc après, c'est toujours pareil. En fonction de nos croyances, on a plus envie de faire confiance dans telle étude biaisée que dans telle autre étude biaisée. Mais globalement, les études sont biaisées. On ne sait pas. Il y a quand même eu quelques cas de rupture utérine post-section de cloison. Alors le problème, c'est que tout le monde n'est pas opéré par professeur Fernandez. Il y a ça aussi, par VersaPoint et par machin. Il y a ça, c'est-à-dire que parfois, voilà, sans preuve certaine. C'est vrai que là, tu mettais à la fin. Alors, c'est un grand débat les cloisons, mais c'est un peu réducteur de dire que c'est toujours de la chirurgie simple, c'est-à-dire qu'on a des fois des cloisons complètes où on va arriver, on a fait la moitié de la cloison, et puis, alors, par exemple, je le fais au ciseau, enfin je le fais aussi au crochet, mais si je le fais au ciseau, il m'arrive régulièrement, d'ailleurs j'ai arrêté de les faire au ciseau, de me retrouver avec des saignements quand j'arrive sur, il reste 2 cm de cloison, puis là on n'y voit plus rien, et puis la ponceuse, la spie, ça marche plus, enfin on se dit, qu'est-ce que c'est en fait, j'ai fait une section de cloison sur 2 cm, il en reste encore 2,5, il va falloir que je la réopère pour compléter ma section de cloison, alors même qu'il y a des débats. Donc après c'est aussi la discussion, c'est les sections de cloison, parfois c'est pas toujours ce qu'il y a de... On les fait d'ailleurs éco-guidés parce qu'on sait pas toujours quand s'arrêter aussi. Donc il y a une certaine formation. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut une certaine formation quand même et une courbe d'apprentissage pour bien faire des sections de cloison utérine. Non, je suis d'accord, comme n'importe qui ne se lance pas dans un myome de type 2 de 4 cm. C'est la même chose. Je suis d'accord que les grosses cloisons, effectivement, il faut un peu d'expérience. Mais après... en fait, cette étude, ce qui est hyper difficile, c'est que le diagnostic, il est mal fait à l'initial. Il n'est pas contrôlé derrière. Enfin, je veux dire, tout basé sur une seule étude, sur 80 patientes. Mais d'ailleurs, elle a duré difficile. longtemps cette étude. Il a eu des difficultés à recruter et on voit bien qu'il a été obligé de s'arrêter alors qu'il n'avait pas la puissance statistique. Hervé ? Oui, ma remarque qui va nous aider lorsqu'on refera ces recos, c'est que la Haute Autorité de Santé vient d'accepter que les études de cohorte rentrent dans la possibilité d'être utilisées pour la réalisation des RPC. Ça vient d'être décidé dans le cadre du Haut Conseil à la nomenclature pour justement essayer d'améliorer la qualité des recommandations qui peuvent être faites à droite et à gauche. Ceci n'est pas valable bien sûr que pour la gynéco. Ce qui veut dire que si on reprend cette autorisation que vient d'ouvrir la Haute Autorité de Santé, les études de cohorte que moi je trouve pas si biaisées que ça, parce qu'en fait c'est un suivi où il y a des études qui sont à 200, là nous on vient d'en terminer une à 500 patientes. Bon, je veux dire, il y a les patientes qui ont une cloison et puis après elles n'ont plus de cloison. Qu'on apprenne à l'opérer ou pas l'opérer, ça bien sûr. Je veux dire, la chirurgie stéroscopique, il faut que les gens rentrent dans la tête que c'est pas un curetage, c'est une vraie chirurgie complexe, a fortiori dans une tranche d'âge où il faut conserver une cavité utérine normale ou la restaurer pour que des patientes, quel que soit l'âge, puissent avoir des grossesses. Mais quand on reprend en fait la réalité, c'est que quand on va couper une cloison, au lieu d'avoir 40% de fausses couches, d'habitude on retombe à l'âge au risque de fausses couches de l'âge de la patiente, et surtout on passe de 40% de présentation du siège à 10% environ de présentation du siège. Quand on sait que présentation du siège et cloison égale césarienne, on va diminuer le nombre de césariennes et en même temps on va diminuer le nombre d'ismocèles qui nous évitera de nous poser la question, tiens, qu'est-ce qu'on fait sur une ismocèle asymptomatique puisque 50% des femmes qui ont une césarienne ont une ismocèle. Donc
il faut quand même revenir peut-être à des réalités. Alors c'est sûr que la question qui a été posée, on en avait discuté, si on est très essai thérapeutique et le seul qui est mal fait, c'est le seul qui va avoir l'autorisation d'être lu, ben peut-être qu'à un moment donné, c'est pas raisonnable. Là, dans la salle, il y a sûrement beaucoup de gens d'entre vous qui font des PMA. J'aimerais savoir, vous pouvez lever la main, ceux qui font une PMA à des gens qui ont des cloisons fibreuses. Parce que tu as raison de dire, tu as dit tout à l'heure, c'était des cloisons musculaires. C'est loin d'être facile, hein. L'IRM donne des informations, l'écho, c'est pas si simple entre fibreux et musculaire. Et en gros, les cloisons fibreuses, c'est celles qui s'associent à ces complications. Donc, je repose ma question, ceux qui font des PMA, combien d'entre vous font des replacements sans arrière-pensée chez des patients qui ont des cloisons ? Quand même, on ne va pas gâcher les embryons, on ne va pas gâcher les chances. Oui, moi je voulais corroborer. En fait, finalement, M. Fernandez m'a coupé un peu l'herbe sous les pieds. Mais c'est vrai qu'à Strasbourg, on ne va pas s'improviser chirurgien et résecteur de cloisons comme ça non plus, comme un curetage, ça vient d'être dit. Je crois que c'est vraiment indispensable qu'il y ait une vraie formation, mais de la même façon que pour les publications, et c'est un petit peu malheureux que finalement les études soient parfois biaisées, soient mal faites, et que parce que c'est une étude, elle va emporter effectivement la recommandation sur... alors qu'elle peut être aussi faite par quelqu'un qui ne sait pas faire des études, parfois. Et ça, on n'a pas, franchement, en ce moment, il y a effectivement, depuis la Covid, on a eu quand même beaucoup de publications qui ont été retirées, beaucoup de publications qui ne sont pas de bonne qualité. Et je crois il faut vraiment faire attention à ça. Et bon, tout le monde est d'accord ici, hein, tout le monde l'a dit. Les picots ont ces biais et on s'en rend bien compte. Mais quand on écrit ça, comme le dit M. Fernandez, on se retrouve après seul dans notre cabinet avec parfois peut-être des trucs un peu aberrants comme je vais faire une célioscopie, mais surtout je ne mets pas du bleu. Parce que la pico, elle n'a pas dit. Ou je vais faire une célioscopie, mais je ne vais pas prévenir à la dame qu'il y a un risque de morbidité, ou ce genre de choses. On ne va pas dans le bon sens si on ne regarde que la pico seule, malheureusement. Alors, en tant que méthodologiste, il faut aussi que je puisse parler un tout petit peu. Sur cette étude-là, on n'a pas atteint le nombre de patients nécessaires pour pouvoir conclure. Et je dois dire aussi que venant de Nottingham, une étude a essayé de prouver la même chose et ils ont aussi échoué en termes de recrutement. Donc cette étude est biaisée, effectivement, parce qu'on n'a pas la puissance. Et ne montrer aucune différence quand on n'a pas la puissance, finalement, c'est montrer qu'on n'est pas puissant, c'est tout. C'est pas montrer qu'il n'existe pas de différence. Je ne pense pas que ça soit une grosse erreur de remettre en question cette pico. C'est vrai qu'on manque d'études, en fait, finalement. Ce qu'il faudrait qu'on fasse, c'est qu'on fasse une étude. Et donc, Monsieur Fernandez, allons-y, mettons-nous tous ensemble avec les gens qui savent faire les sections de cloison, y compris européennes, hein, parce que je suis sûr qu'en Angleterre, il y a plein de gens qui se posent la même question, qui ont eu des difficultés, et donnons effectivement une vraie réponse à ça. On a quand même un gros doute parce qu'on a une étude randomisée très biaisée, et à côté de ça, on a quand même aussi des études qui restent biaisées, des études de cohorte, des études des cas témoins. On a du mal à conclure quand même là-dessus, mais celle qui a le meilleur niveau de preuve, c'est quand même encore l'étude randomisée. Et on ne peut pas vraiment dire que, pour l'instant, on a une preuve qu'on est bénéfique à le faire. On peut avoir une conviction, on peut le faire dans le sens universitaire et essayer d'avoir des données pour pouvoir conclure, mais demander aux gens d'opérer des patientes d'une cloison alors qu'on n'a pas la preuve, ça me paraît quand même un tout petit peu difficile. Voilà. Oui, mais est-ce que éthiquement, est-ce que c'est acceptable de proposer à une patiente de ne pas avoir une résection de cloison alors qu'on sait que ça va augmenter ses chances de fausse couche, d'accouchement prématuré, et qu'on est éventuellement dans une fécondation in vitro et qu'elle a quand même pas beaucoup d'embryons. Montrez-le. Oui, ça se discute, mais... Moi, je suis d'accord, hein, faisons une étude, montrons-le. Mais l'idée, c'est d'être prudent, je pense, dans la décision partagée d'enlever la cloison. Enfin, moi, je verrais la recommandation comme celle-là, c'est-à-dire... En fait, l'idée, c'est de finalement, quand on fait une discussion préopératoire avec la patiente, de dire, voilà, on pense que ça et ça, il y a des études qui disent que... D'autres études sont moins formelles et que ce soit une vraie décision partagée. Parce que lorsque, par exemple, il y a un hydrosalpinx bilatéral avant une FIV,
je ne présente pas du tout comme la cloison. C'est-à-dire, quand il y a un hydrosalpinx bilatéral, je dis clairement, si on vous les laisse, il y a 3 fois moins de chances d'implantation. Je ne vais pas dire oui, peut-être que, nani-nana. On est dans niveau de preuve élevé. Pour la cloison, je suis un peu plus prudente dans ma discussion. Et là, on est vraiment dans on est toujours dans de la décision partagée, même pour les hydrosalpinx bilatéraux. Mais c'est-à-dire que je trouve que mon conseil sera un peu plus prudent. Alors, c'est toujours pareil, c'est un case report, mais il y a eu un case report en France, quand même, d'une femme qui est décédée suite à une rupture utérine, suite à une section de cloison. Donc, il faut quand même être sûr qu'elle était licite, cette section de cloison. Alors, ok, c'est un case report, je suis d'accord, c'est un cas de mauvaise... Vous allez me dire, mauvaise foi... Enfin, cette dame décédée, je suis sûre que son mari... Enfin, voilà. Donc, il vaut mieux, quand on a des accidents, obstétricaux directement reliés à un geste, qui n'a pas forcément été... Parce que les perforations utérines péropératoires, on sait que ça existe. Donc, et puis, enfin, voilà, donc c'est ça, c'est juste la certitude quand on conseille une patiente. Peut-être une dernière remarque pour mettre un peu d'huile sur le feu. Je ne remets pas en question la pico sur les fibromes type 1, type 2, Margot, là, que tu as très bien décrite, mais quand on parle justement des biais des études, il faut voir que sur ta diapositive, tu parles de l'étude de Cassini, qui est la seule étude randomisée qui démontre qu'il y a un intérêt à la chirurgie pour la résection de fibromes de type 1 et type 2. Il faut quand même noter que c'est 52 patientes versus 55 patientes sur cette étude randomisée. Donc, et qu'elle n'est pas significative à la Cochrane 2020. Donc en fait, c'est difficile parce que là, encore une fois, je pense que les fibromes type 1, type 2, moi je les opère aussi chez les patientes infertiles, il y a d'autres symptômes qui peuvent jouer, on a peur du risque de fausse couche derrière, je suis d'accord avec toi. Mais tout ça pour dire que, effectivement, les biais vont dans les deux sens aussi. C'est-à-dire quand on retrouve une étude qui montre une significativité randomisée, là encore, il y a des critiques à avoir et qu'on peut avoir des biais. Donc on ne réglera pas le débat aujourd'hui, mais c'est vrai c'est très difficile d'émettre des recommandations et je te remercie en tout cas d'avoir fait ce travail parce qu'on voit que c'est pas simple. Merci. Oui, bonjour. Dernière remarque. Moi, oui. Pareil, c'est de l'ordre du case report, mais vous dites est-il éthique de ne pas proposer la résection, mais est-il éthique de refuser une FIV chez une patiente qui ne veut pas la résection de cloison? Et moi, je travaille à Luxembourg, on a tranché, j'ai une patiente cloison totale, utéro-vaginale. Elle était juriste, il était médecin. Elle a refusé la chirurgie et on lui a fait sa FIV. Et elle a mené sa grossesse à terme. Oui, c'était un siège. Oui, on a fait une césarienne. Et elle était au courant. On a eu des discussions interminables avec le couple sur bénéfice-risque, prise en charge, pas prise en charge, grossesse, pas grossesse, fausse couche tardive et tutti quanti. Mais in fine, la décision revient aussi à la patiente. Pour le même prix, on aurait pu avoir une fausse couche tardive à 23 semaines sans prise à charge néonatale possible, évidemment, mais le couple était informé et le couple a fait son choix. Je suis d'accord avec vous, il faut informer les patientes et comme disait Blandine, elle a un discours éclairé avec ses patientes, de la proposition ou non de la résection de la section de cloison. Nous, on fait la même chose à Bicêtre, c'est une information éclairée des patientes, on impose personne absolument d'avoir une section de cloison, mais voilà, c'est une information. En fait, ce que je veux dire, c'est qu'il y a parfois des pratiques que l'on propose aux patientes où le niveau de preuve est tellement élevé qu'on va informer. Enfin, voilà, je reviens sur mes hydrosalpinx bilatéraux. Le niveau de preuve est tellement élevé que, en gros, on dit voilà, je veux dire, si vous le faites pas, clairement, vous avez une perte de chance. On l'impose pas, mais clairement, vous aurez une perte de chance. Là, je trouve que le discours, il est plus difficile. Et en effet, c'est des discussions souvent interminables, je trouve. Voilà. Mais c'est toujours difficile. Alors, nous avons fait un exploit. Nous avons terminé à l'heure une session de RPC du collège. Donc, bravo à tous. Et merci encore à... Attendez. La dernière diapo, c'est ceux qui ont relu les recos entre Noël et le jour de l'an. Donc ça va qu'il n'y ait peut-être pas trop de neige. Et merci vraiment à ceux qui l'ont fait en un temps record entre Noël et le jour de l'an et qui ont permis d'enrichir les débats. Merci encore à tout le monde. Et voilà. Et les groupes de travail, vous allez bientôt avoir un mail de ma part. C'est bientôt fini.